Alors je voudrais qu'on revienne maintenant en détail sur chacun de vos livres. Je vais encore commencer par vous, Oscar, pardonnez-moi. Vous êtes notre premier roman de cette rentrée. Alors vous êtes avocat, vous avez été professeur de droit. Et en fait, l'exercice de l'écriture, même si c'est votre premier roman, eh bien, vous avez déjà une expérience de l'écriture, mais de l'écriture dans plusieurs domaines différents. L'écriture par l'image, puisque vous avez écrit et réalisé, l'écriture du théâtre, l'écriture de chansons. Est-ce que l'écriture du premier roman, c'était un aboutissement, en fait, finalement, c'était un aboutissement tout à fait cohérent? On finit par croire que la vie s'écrit sans qu'on ait à l'écrire, donc à ce titre-là, oui. C'est quand même l'écriture suprême, donc c'est peut-être l'écriture qui a dû me faire le plus peur, pour que j'attende un âge si avancé pour m'y mettre. Et puis, j'ai envie de dire que l'écriture qui m'a servi pour ce roman, c'est l'écriture juridique, judiciaire. Parce que... Peut-être qu'on raconte l'histoire en quelques mots, parce qu'effectivement, oui, je pense que ça, voilà, on se trouve ici dans un roman, Les Contes des Fées, qui est extrêmement fort et qui a pour sujet un sujet douloureux et grave, qui est le harcèlement sexuel des enfants et l'abus sexuel commis sur les enfants. Et c'est vrai que vous allez raconter une histoire qui saisit et qui glace d'effroi. Toujours avec beaucoup de pudeur, c'est-à-dire que vous n'allez jamais raconter avec une précision clinique qu'on aurait pu d'ailleurs attendre et qui est parfois présente dans certains livres. Vous racontez un contexte, c'est-à-dire le cadre qui est une colonie de vacances et cet enfant qui subit le harcèlement du mari de la directrice. Donc ça, c'est le cadre du livre, un sujet donc douloureux. Jamais exhibitionniste, toujours avec beaucoup de délicatesse. Et donc vous disiez que le langage juridique, puisque vous avez été avocat, vous a servi dans l'écriture de ce livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment? Parce que je crois que là où l'avocat soulage, là où il fait du bien à son client, c'est quand une victime vient la voir, il fait quelque chose de merveilleux qui s'appelle la qualification juridique, c'est-à-dire parce que la victime arrive de façon confuse et très émotionnelle, et il lui qualifie avec des mots qui sont juridiques ce qui lui est arrivé. Et ça, c'est un grand soulagement, parce que tout d'un coup, la victime qui ne sait même pas, alors je ne parle pas d'une victime qui a 18 mois, mais même tout d'un coup, il y a en plus un homme de loi, une femme de loi, donc ça, et avec ou sans robe, et qui lui dit voilà c'est ça, et il va même lui dire peut-être, voilà, ça appartient à telle branche du droit. Le lien avec les contes aussi, c'est que, on reparlera des contes et pourquoi ce titre, mais en Afrique, par exemple, il y a l'arbre à palabres, sous lequel on transmet des contes, et alors peut-être que la branche du droit qu'on va lui donner, c'est une des branches de l'arbre à palabres, et en l'espèce, avec les contes des fées, l'avocat du narrateur lui dit que lui, il a été victime d'un vice caché. Et ce qui se passe, c'est que quand on a à ce moment-là cette qualification juridique, la victime a un statut. Et qu'importe si c'est le statut de victime, c'est déjà un premier statut pour commencer. Et puis, ce qui lui permet de faire partie d'un tout, et peut-être d'ailleurs si sa cause est reconnue, d'être partie civile. Et donc je dirais qu'en tant qu'avocat et chargé de cours de droit, je n'étais pas prof de droit, j'étais chargé de cours, ça m'a permis d'être le greffier qui met par écrit ce qui ne peut pas être dit. Dans le but de réparer sans doute aussi. De réparer, mais de ne pas se venger. Parce que le narrateur des Contes des Fées, il veut la justice, mais il ne veut pas se faire justice. Et le symbole de la justice est très important pour lui, c'est la balance, comme vous le savez peut-être. Et donc il a besoin de retrouver l'équilibre, il est en total déséquilibre. Et il a besoin d'utiliser la balance sans devenir une balance lui-même, au sens policier du terme, parce que sinon il deviendrait victime d'autre chose qui est de sa propre haine. Et c'est vrai qu'on voit à quel point il est facile de basculer du statut de victime à bourreau de l'autre ou bourreau de soi-même, justement, en l'occurrence. C'est ça. Mais alors quand le livre commence, on est à la gare,
et le personnage, le héros, part en camp de vacances. Donc ça, c'est la manière que vous avez d'ouvrir cette histoire. Racontez-nous comment vous avez organisé justement ce livre dans la structure, puisqu'il y a d'abord ce départ en train, et c'est toute une partie du livre, et ensuite vous allez aller dans ce camp de vacances. Je vais toujours vous donner un peu des réponses de Normand. Et je regarde la couverture, il faut savoir que les contes des fées, effectivement, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui a été défait, en fait. Mais défait au sens militaire du terme, c'est-à-dire vaincu, mis en pièces. Et donc c'est un petit garçon qui est comme ça en pièces, en morceaux, et qui essaye de se recoller. Et je disais ça parce que je vois cette couverture magnifique qu'ont fait Anne Bulat-Piscalia et Guillaume Bulat, qui sont les graphistes. Et ils ont, je l'ai remarqué, ils ont défait le petit garçon. Et ils l'ont défait au niveau de la tête. Et cette couverture prouve à quel point ils ont lu le livre avec justesse, parce que justement, le narrateur, quand il a écrit le livre, il partait à la gare sans savoir, c'est pour ça que ça commence dans une gare, sans vraiment connaître la destination. Parce qu'en fait, oui. Sans connaître la destination, et en même temps, on va le comprendre au fur et à mesure du livre. Ça n'est pas la première fois qu'il part dans cet endroit, et surtout, l'abus va se répéter. Alors, la première fois, c'est la première fois, quand il a 18 mois. Après, ça va se répéter, mais ce qu'il y a, c'est que sur le quai de la gare, l'attend celui qui va l'assigner au silence, qui va lui dire tu dis rien, sinon tu vas perdre un ami. Et c'est marrant, parce que quand on parle du train, ce type n'est rien d'autre qu'un faux ami. Et vous dites d'ailleurs que c'est le berger qui est le loup. Il est berger et loup à la fois quand il attend derrière les toilettes, mais c'est un faux ami, et je pensais à ça parce que un faux ami, en traduction, c'est un mot qu'on a envie d'utiliser, mais qui... Donc, le narrateur sait que il est assigné au silence, parce que même s'il veut parler de ce faux ami, d'abord il a peur de perdre les autres amis s'il parle, puisque c'est un réflexe conditionné chez lui, et il a peur, s'il parle de ce faux ami, de ne pas se faire comprendre, puisque c'est un faux ami, qui en traduction fait qu'on ne se fait pas comprendre. Et ce que je voulais dire par rapport au train, c'est que quand on démarre sa vie avec un faux ami, on prend un faux départ. Et donc on n'aligne que des fausses destinations, et on se perd. Et le livre, c'est le retour à la case départ, ou plutôt avant, où il faut commencer. Donc ça commence au train avec ce faux ami qui l'attend, et après le livre se déplie un peu comme ça. Et va raconter effectivement ce que le narrateur endure, le personnage, sans jamais, effectivement, je le disais tout à l'heure, mettre dans une lumière crue ce qui a pu vraiment se passer. Et je trouve que cette délicatesse, elle fait que vraiment on est dans votre livre toujours submergé d'une émotion, mais qui reste bien en place et qui ne déborde pas. Et c'est là que je trouve que voilà, il y a vraiment, c'est là qu'on voit l'écrivain aussi. C'est là qu'on voit l'écrivain qui saisit son sujet et qui le maîtrise de bout en bout. Et je voulais revenir un instant sur le personnage de la mère, puisque quand on est donc sur le quai de cette gare, il y a quelques lignes sur la mère qui, au fond, elle laisse partir son enfant avec joie, sans vraiment se douter de ce qui attend son enfant. Est-ce que j'ai eu raison de sentir quand même un sentiment chez vous de reproche vis-à-vis de ces mères qui laissent leurs enfants partir, parfois dans la gueule du loup? C'est plus compliqué que ça, parce que je suis père plusieurs fois. Mon éditrice va être mère. On la salue d'ailleurs. Elle est mère, elle va être mère. Et une éditrice, c'est quelqu'un de très important dans la vie d'un auteur, et c'est vrai que les auteurs parlent souvent de leurs éditeurs. Et puis les femmes sont très importantes dans la vie du narrateur. Mais votre question, c'était sur... Ah oui, sur la mère. Et ce qui se passe avec la mère m'est venu parce que ce livre est issu d'une certaine façon de deux monuments de la littérature, que sont Don Quichotte et Hamlet. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces deux romans, c'est pas deux romans, ces deux œuvres qui sont sorties à 2 ans d'écart
sont les deux œuvres à partir desquelles je pense qu'on peut dater l'éruption de la folie comme objet littéraire. Et ce qui se passe, c'est qu'on a deux fêlés, on a Don Quichotte et Hamlet. Sauf qu'Hamlet, et c'est vraiment pour répondre à votre question, il n'est pas fêlé du tout, Hamlet. Hamlet, il dit, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Et en fait, ce que dit le narrateur, il dit, il y a quelque chose de pourri dans les institutions qui s'occupent des enfants, l'église, les colonies de vacances, mais je crois, et j'ai pris ce détour pour répondre à votre question, qui dit quelque chose de terrible, le narrateur, il dit il y a quelque chose de pourri dans l'amour d'une mère. Oui, il y a des pages qui sont... il y a quelques lignes qui sont très dures et en même temps, je pense qu'ils sont nécessaires à la compréhension de ce que vous vouliez exprimer. Alors, il y a quelques pages aussi sur le home d'enfant. C'est ainsi qu'il est appelé. Alors évidemment, le paradoxe total, home, qui est censé être le cocon familial, le nid douillet où on se retrouve, où on est en sécurité, et qui là du coup n'est pas du tout un lieu de sécurité, mais un lieu de tous les dangers. Vous faites aussi un parallèle avec l'homme, que vous ne nommez jamais, qui s'appelle l'homme d'enfant, d'où le parallèle entre le home d'enfant et l'homme d'enfant. Et donc vous racontez ce qui se passe à l'intérieur de la vie quotidienne en fait de cette colonie de vacances, et c'est vrai que c'est totalement effarant parce qu'on a une directrice qui est complètement maniaque du contrôle, qui contrôle chacun des enfants sur tous les plans. On a le sentiment que vraiment les enfants sont complètement sous contrôle permanent, oppressés. Et alors vous racontez un mécanisme qui en fait fait tenir tout l'ensemble de ce système pervers, puisque la directrice est sans doute au courant que son mari abuse les enfants mais ne dit rien. Vous parlez de la culpabilité. En fait, les enfants sont placés dans une situation de culpabilité permanente, ce qui les conduit naturellement au silence. Et ce mécanisme-là, à quel moment vous l'avez appréhendé, compris, pour le restituer avec autant de clarté et de talent? C'est un mécanisme tellement pervers, puisqu'il n'est question que de pervers dans tout ça, que je ne peux même pas dater. Ce que je sais, c'est que effectivement, l'assignation au silence, c'est marrant parce que l'assignation, c'est encore un terme juridique, elle vient de deux choses pour l'enfant. Elle vient de la première chose qui est que il a une souillure tendre. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on se plaint d'une caresse donnée ou reçue? Comment est-ce qu'on se plaint d'un acte qui est celui qu'on réserve à la personne qu'on aime le plus au monde généralement? Donc ça crée une confusion. Et il y a une autre confusion qui fait d'ailleurs que les contes des fées sont tous sauf des contes, c'est que ces héros à lui sont très ambigus. Vous parliez de la directrice et du directeur. Les héros dans les contes, c'est toujours des personnages très manichéens. C'est un très méchant, un très bon, et c'est ce qui participe de la construction de l'enfant. C'est pour ça que les contes existent. Et lui, les contes sont très ambigus parce que, vous le disiez, Louis Berger, le directeur, il est très gentil. Il donne plein de caresses. Et en plus, il est très gentil contre la directrice. Il se met un peu du côté des enfants. Il y a le bon flic et le mauvais flic. Oui, cop, bad cop. Et la directrice, elle paraît très méchante. Et en fait, in fine, elle n'est pas si méchante que ça. Et puis, il apprend dans la troisième partie qu'elle a été abusée elle-même. Donc, tout d'un coup, ça crée une espèce de miroir où il comprend qu'elle a juste... mais qu'elle était d'autant plus vigilante. Et donc, avec ces héros ambigus, oui, à nouveau, à chaque fois qu'il écrit son conte, il a été 0 fois, quoi. C'est un livre qui vraiment, encore une fois, est un sujet douloureux, et je trouve qu'on y sent l'écrivain qui est né, l'écrivain de mots et de littérature qui est né, puisque vous avez encore une fois dans la structure et dans l'écriture une manière de raconter cette histoire qui est tout à fait passionnante. Donc voilà, donc Oscar Lalo pour les contes des fées.